Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte les îles de Porquerolles, Porquerolles et du Levant à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui les aiment, les habitent et les font vivre. Cette semaine, je reçois Sophie Dorothée Duron, directrice du Parc national de Porquerolles et du Conservatoire botanique national méditerranéen. Avec Sophie Dorothée, on a parlé de son parcours et de ses inspirations, du projet du Parc national sur le territoire et plus précisément sur les îles, et de sa vision de l'écologie au sens large. On a aussi parlé d'alchimie, de mer et de chemin d'étoiles. Bonjour Sophie Dorothée. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu es administratif en chef des affaires maritimes et depuis le 1er juillet 2024, tu es devenue la première femme à la direction du Parc national de Porquerolles. Diplômée de Sciences Po Bordeaux et de l'École nationale du service public de la mer, tu as consacré plus de 20 ans de carrière à la mer, au littoral et à la biodiversité. Ton parcours t'a mené du CrossMed à la Garde, à la Direction régionale des affaires maritimes en Corse, puis en Polynésie française où tu t'es engagée sur la création et la gestion d'aires marines protégées. Tu as notamment contribué à l'inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO et co-conçu le concept des aires marines éducatives. En 2017, tu as été décorée de l'Ordre du Mérite maritime par la navigatrice Catherine Chabot, grande figure de la mer. De retour en métropole, tu rejoins le ministère de la Transition écologique et coordonnes 3 grandes stratégies nationales à horizon 2030. Celle des aires marines protégées, de la biodiversité et de la mer et du littoral. Avant de prendre tes fonctions au parc, tu étais chef du service des espaces maritimes et littoraux au sein de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Ça fait 1 an que tu es arrivé à la tête du Parc national de Porquerolles, qui a fêté ses 60 ans il y a 2 ans et qui est à la fois un laboratoire scientifique, un patrimoine naturel et culturel et un lieu de vie. J'aimerais qu'on prenne le temps aujourd'hui, Sophie Dorothée, de mieux te connaître, qu'on parle de ton parcours, de tes inspirations, du projet du parc sur le territoire et plus précisément sur les îles, mais aussi de ta vision de l'écologie au sens large. Pour commencer, j'aimerais que tu nous dises où tu as grandi, quel type d'éducation tu as reçu et quel rôle ton enfance et ton environnement familial ont joué dans ton choix de carrière. Écoute Ingrid, déjà merci beaucoup. En préambule, je voudrais juste te dire quelque chose de très personnel. Je voulais te dire que tes podcasts, ils sont vraiment merveilleux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu l'occasion déjà de toi-même t'enregistrer sur un podcast, mais je pense que ça serait une formidable idée parce que cette idée des fragiles, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire en fait de pouvoir faire entendre la voix de ceux qui en fait peuplent et œuvrent pour ces territoires et pour ces îles. Donc déjà merci pour le travail que tu fais. J'espère que tu ne couperas pas cette phrase. Je te remercie, Sophie Dorothée. Alors, merci pour ce moment d'introspection que tu vas me proposer autour de cet échange. C'est très difficile de répondre à ces questions. Moi, j'ai envie de te dire simplement que j'ai eu beaucoup de chance, juste dans mon enfance, de grandir avec des parents, des grands-parents, un frère qui étaient tous curieux, passionnés par finalement leur patrimoine, leur environnement, la nature, la culture, comme si c'était quelque chose d'assez évident, de naturel au sens propre. Donc en fait, j'ai baigné enfant dans un monde où aller sur le littoral, aller en mer, aller pêcher, aller se promener dans une forêt, apprendre le nom des champignons, c'était juste quelque chose d'évident et de quotidien. Et j'ai aussi eu la chance de 2 choses. Déjà d'avoir des parents très curieux. Et donc ça, c'est vrai que ça nous permet de développer cet appétit du monde. Et puis de grandir par le biais de ma mère dans un univers de science, de nature. Alors une nature un peu particulière parce que ma maman est scientifique, mais elle est aussi conservateur de musées. Et donc j'ai grandi dans des musées d'histoire naturelle. Je crois que c'est vraiment une chance parce que ça construit un imaginaire. Quel était le territoire sur lequel tu as grandi, justement ? Alors, c'est une bonne question aussi. Moi, je suis une fille de la mer. Toute ma vie, presque, est construite autour du littoral et de la mer. Donc, je suis née pas loin de La Rochelle. Donc, j'ai grandi avec le littoral atlantique. Finalement, mon imaginaire d'enfant, c'était les grandes plages de l'Atlantique, les plages de l'île d'Oléron. Ma première île, mon île de cœur, c'est l'île d'Oléron. Voilà, ma grand-mère habitait l'île d'Oléron. Et ensuite, j'ai aussi passé toute une partie de mon enfance, en fait, à Marseille. Et donc, à l'âge de 7 ans, j'ai grandi, j'ai fait
fait toute ma scolarité à Marseille. Et donc, j'ai évolué avec ce littoral méditerranéen, cette culture méditerranéenne et provençale que je ne connaissais pas. Nous, on est plutôt des familles, on va dire, de l'Ouest. Et donc, j'ai eu la chance de m'ouvrir aussi à cette autre culture, cette autre nature qu'est la Méditerranée. Donc, j'ai vraiment grandi avec l'Atlantique et la Méditerranée, quoi. Donc, l'océan et la Méditerranée. Est-ce qu'il y a des personnes, donc tu évoques, je pense, ta maman qui a joué un rôle particulier. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont inspiré ou qui t'ont guidé vers la voie de l'environnement ? Évidemment, je pense qu'on n'est jamais une pure matière et qu'on est évidemment influencé par toutes les personnes et les environnements qu'on rencontre. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que plein de gens et de rencontres m'y ont amené. Je vais commencer une comparaison que tu reprendras plus tard. J'ai beaucoup passé de temps en Polynésie française et en Polynésie française, les navigateurs n'ont pas de carte. En revanche, tu apprends à lire la mer, à lire le vent, à sentir les courants et à lire le ciel et les étoiles. Et les cartes, en fait, sont des chemins d'étoiles, c'est-à-dire que c'est des alignements d'étoiles qui, de proche en proche, en fait, t'amènent à ta destination. Et en fait, j'aime vraiment cette comparaison de me dire que moi, en fait, je suis là aujourd'hui par des chemins d'étoiles, c'est-à-dire une succession de gens que j'ai rencontrés qui m'ont sans doute amené jusqu'ici. Donc oui, mes parents, ma mère comme mon père, mes grands-parents ont été fondateurs. J'ai rencontré après aussi des gens qui m'ont épaulé dans cette connaissance du vivant. Notamment, j'ai fait un stage de 3e, c'est anecdotique, mais non, à la réserve naturelle de Camargue. Donc ça crée en fait des prises de conscience qui vous façonnent. Et au fur et à mesure de ma carrière, oui, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai une liste extraordinaire, on en a pour 5 heures. Peut-être que on y reviendra au fur et à mesure. On les parsèmera au cours de l'entretien. Comment s'est construit ton cheminement vers la fonction publique environnementale ? Quelque part, déjà, moi, j'étais persuadée, convaincue de vouloir m'investir pour le service public. Et ça, assez jeune. C'est là où peut-être j'ai quelque chose à apporter. J'étais persuadée que le service public, c'était fait pour moi. Alors, c'est un peu bizarre, mais je voulais un service public un peu de l'aventure. Moi, j'avais envie de découvrir le monde. Je mesurais que le monde était plein de possibilités de découverte. Et en fait, j'ai fait Sciences Po parce que c'est quelque chose qui nous permet d'ouvrir plein de portes. Et après, j'ai découvert le métier des affaires maritimes. Alors, donc, je suis administrateur des affaires maritimes. C'est un choix que j'ai fait, donc il y a plus de 25 ans maintenant, mais que je ne regrette absolument pas. Et j'ai envie de dire que tous ceux qui sont passionnés de la mer et du service public, allez vous intéresser à ces métiers-là, c'est passionnant. On a 1000 carrières en une. Voilà, donc j'ai un métier qui m'a fait grandir et ça, je trouve que c'est assez formidable et c'est parfois un peu contre-intuitif quand on dit parle fonction publique. Des fois, on a une image. Eh bien non, en fait, la fonction publique, elle fait grandir, elle passionne et moi, mon métier me passionne. Tu as travaillé sur plusieurs littoraux en métropole et outre-mer, la Corse, la Polynésie. Qu'est-ce que chacune de ces expériences t'a appris et comment ça nourrit ta manière de diriger aujourd'hui ? Bonjour à tous, j'interromps pendant quelques secondes votre épisode pour vous rappeler que le podcast Fragile vit grâce à votre écoute et à votre soutien. J'ai relancé la page Tipeee du podcast pour celles et ceux qui souhaitent m'aider à poursuivre cette aventure sonore sur nos îles. En effet, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant plusieurs années. Votre participation, même si elle est modeste, m'aide donc à financer les frais de production et à continuer à vous proposer de nouvelles rencontres insulaires, en toute indépendance et sans publicité. Je voudrais dire un immense merci à celles et ceux qui soutiennent déjà le podcast. Vraiment, c'est un super coup de pouce. Et si vous appréciez le podcast et que vous avez envie qu'il continue, je vous mets le lien vers la page Tipeee dans les notes de l'épisode. Je vous y explique pourquoi votre soutien est important. Allez, je vous laisse replonger dans la suite de l'entretien. Bonne écoute. Pour revenir peut-être avec la transition de ta question précédente sur ma vocation environnementale, donc c'est une vocation maritime au départ. Et en fait, quand on arrive à appréhender le maritime, on mesure vite que la dimension environnementale au sens prise en compte de comment l'homme vit dans cet espace-là est importante. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace maritime, c'est un espace en 3 dimensions qui est public, qui à la fois appartient et n'appartient à personne. Et en fait, prendre en compte l'environnement, ça ressort. C'est-à-dire, en fait, oui, il y a des enjeux d'utilisation de cet espace, mais tout est lié. Un pêcheur qui va utiliser la mer
il va avoir besoin d'un bon état de la ressource halieutique pour pouvoir faire son métier. Des personnes qui s'occupent de tourisme, elles vont avoir besoin d'un beau paysage ou de beaux fonds sous-marins si on est plongeur, etc. Et en fait, finalement, la question environnementale, elle est vite conditionnante par rapport à même le vivre en mer. Et donc, je dirais que ça m'est venu aussi comme ça. Et après, pour aller sur la question de qu'est-ce que tous ces littoraux m'ont apporté, déjà, un émerveillement incroyable, la capacité de relativiser. Je suis née sur l'Atlantique, j'ai vu la Méditerranée, je suis partie dans le Pacifique, donc ça fait déjà plusieurs océans et mers. Et en fait, à chaque fois, de voir que on peut appréhender un territoire, vivre un territoire, gérer un territoire de façon différente et pour autant, avec autant d'enjeux de respect ou autant de techniques, et que en fait, il n'y a pas une vision unanime sur un sujet ou sur un problème. C'est très enrichissant et ça rend très humble, très très humble. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu as dit un parcours scientifique, mais aussi porté par une envie d'aventure. On sent tout à fait ça dans ce que tu exprimes. Qu'est-ce qui, je dirais, t'a le plus façonné ? J'imagine les 3 aspects, mais malgré tout, est-ce que c'est le terrain ? Est-ce que ce sont les rencontres locales ? La vision stratégique des cabinets ministériels ? Alors, comme tu le disais, j'ai eu l'occasion de faire des métiers très opérationnels au CrossMed. Le métier, c'est de sauver des vies et en fait de prévenir les accidents en mer. J'ai travaillé sur des projets d'appui économique en Corse. J'ai travaillé aussi sur des créations d'aires protégées, beaucoup de terrain, en Polynésie notamment, à Paris, beaucoup sur de la stratégie effectivement. Mais j'ai envie aussi de dire que c'est l'envie de découvrir toutes ces facettes qui m'étaient proposées. Déjà, c'est de la curiosité en disant, finalement, on a besoin de tout ça. C'est-à-dire, pour mettre en place une politique publique, on a besoin d'une vision stratégique, on a besoin de concerter, on a besoin de la décliner sur le territoire, on a besoin de voir que c'est concret, que ça fonctionne pour les citoyens. Et finalement, je crois que dans mon parcours professionnel, j'avais envie de voir tous les étages, en fait, de cette décision publique. C'est quoi de travailler avec un ministre ? C'est quoi de travailler avec les préfets, préfets département, préfet maritime, c'est quoi de travailler avec les élus et c'est passionnant en fait, chaque strate vous apprend des choses et surtout vous apprend à, quand vous passez de l'un à l'autre, à comprendre comment fonctionnent les autres compartiments et donc à être plus efficace là où vous êtes. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie, on y reviendra tout à l'heure, de revenir sur le terrain. J'ai fait 10 ans de cabinet et d'administration centrale et c'était passionnant, mais j'avais envie de retourner sur le terrain pour voir la mise en œuvre des politiques publiques et accompagner la mise en œuvre des politiques publiques par des outils air protégés qui sont pour moi des outils extraordinaires. On va en parler. Tu as contribué à l'inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO, on l'a dit, et co-conçu le concept d'aire marine éducative. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et en quoi ça a changé ton regard sur la pédagogie environnementale ? La Polynésie m'a changé radicalement. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement le côté carte postale, mais c'est une façon complètement différente de voir le monde. Tu y es resté combien de temps, excuse-moi ? J'y suis restée, alors j'y ai vécu travaillé presque 7 ans, mais la Polynésie et moi, c'est plus de 13 ans de vie commune, si j'ose dire. Donc, c'est vraiment une énorme partie de ma vie et donc ça m'a changé. Ça m'a changé, mais je vous dis pas par le côté carte postale, par le côté révolution du regard, en fait. Travailler aux Marquises, ça a été un moment de ma vie absolument incroyable, à la fois face à un dossier compliqué et difficile. Donc, une inscription patrimoine mondial, c'est vraiment une aventure très complexe qui mobilise beaucoup de gens. Ça a duré 20 ans quand même. Et en même temps, sur un territoire époustouflant et avec des gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc oui, ça m'a métamorphosée, ça c'est sûr. Et avec moi, l'envie de donner tout ce que je pouvais avec mes connaissances, mon expérience qui était décalée parfois par rapport à eux, leur vision du monde, mais une rencontre, vraiment. Et les aires éducatives, les aires marines éducatives, c'est vraiment typiquement le produit de cette alchimie. Moi, je pense que le thème alchimique dans les îles, il est très fort. Ça transforme. En fait, comme j'ai beaucoup été sur le terrain, parce qu'en fait, ma volonté, c'était de comprendre, comme c'était un monde qui était vraiment très différent du mien, j'avais besoin de m'immerger, de comprendre pour pas me tromper. Et en fait, on a passé beaucoup de temps avec les habitants, les élus, les associations, les scientifiques. De ce mélange, en fait, est née cette idée. Née en 2012, je restituais dans une classe des campagnes scientifiques qu'on avait réalisées aux îles Marquises, dans le milieu marin.
Et puis, on parlait aussi du projet d'UNESCO avec le directeur de l'école, qui était maire aussi, Félix Barcinas. Et on leur explique aux enfants en disant, on prend toutes ces connaissances pour aussi alimenter un projet où on gérera mieux l'archipel pour les générations futures, donc pour vous, quoi. Et en fait, les enfants nous ont dit, c'était dans les classes de CM2, nous ont dit, mais comment nous, on peut contribuer ? Puis ils disaient, aire protégée, aire marine protégée, est-ce que nous aussi, on peut avoir notre aire protégée, quoi ? Félix me regarde, il me fait, mais est-ce que toi qui es spécialiste de ça, tu sais si ça existe ? Et je dis, non. Et si on le crée, en fait ? Génial. Et en fait, c'est un regard dans une classe. Et en fait, avec les enfants, c'est un enseignant, une association aussi, l'association culturelle des Marquises, Motu Haka, on s'est dit, on va se mettre tous autour de la table et créer ce projet pour les enfants. Et ça a marché. Et ça a marché tellement bien qu'en fait, ça a été reconnu l'année d'après comme un des projets les plus innovants en matière d'air protégé et d'invitation, de l'éducation à ces enjeux-là. Et aujourd'hui, je crois l'objectif français, c'est 20 000 aires éducatives en France et en métropole et en Outre-mer. Enfin voilà, et il y a encore 14 ou 15 ans, c'était une sur l'île de Tawata. Et personne pensait que ça allait marcher. Ouais, quel succès. Ouais. Comment ton expérience aux îles Marquises influence-t-elle aujourd'hui ton regard sur la gestion d'aires protégées en France ? Bien sûr, ça m'influence, mais je dirais que c'est surtout toutes les rencontres que j'ai faites avec plein de gestionnaires. À l'occasion du passage dans le Pacifique, d'apprendre avec la Polynésie, les Polynésiens, les Marquisiens, etc. Mais c'est aussi d'apprendre avec d'autres gestionnaires. J'ai beaucoup travaillé avec les îles Hawaï, sur les sites des îles Fidji, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Je pense que c'est ce brassage aussi intellectuel de gestionnaires qui m'a aidé à voir les différentes façons d'appréhender le sujet en France, mais dans d'autres pays. Donc c'est juste de dire qu'en fait, il y a différentes façons d'aborder les choses, de faire. Et d'ailleurs, c'est des gros débats aujourd'hui au niveau international. En gros, le plus simple, c'est est-ce qu'il faut faire des réserves intégrales ou est-ce qu'il faut faire d'autres types de gestion ? Et je dirais que ça m'aide à dire qu'en fait, il faut tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas décider, ou tout au moins avec beaucoup de difficultés, de dire que toute la Méditerranée devient une réserve intégrale. Même si d'un point de vue scientifique, on pourrait faire le constat de dire que la Méditerranée, elle a un bon état qui est pas mauvais quand même, mais qui pourrait être amélioré. Oui, la réserve intégrale, ça pourrait marcher, mais en fait, il y a d'autres dynamiques territoriales. Et donc, c'est pas que ces outils-là qu'il faut développer. En revanche, des archipels inhabités, par exemple, avec des très forts enjeux de biodiversité, là, oui, c'est quand même beaucoup plus appréhendable de mettre de la réserve intégrale. Donc, une stratégie diversifiée. C'est ça. Et c'est sûr que la réserve intégrale, ça marche bien. Il n'y a pas de doute. Enfin, je veux dire, une fois qu'il n'y a plus d'activité ou de pression, c'est sûr que la nature, elle va vite reprendre ses droits. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on est sur une planète où l'homme habite et il faut aussi apprendre parfois et souvent à composer avec les habitants locaux, les usages, pouvoir encadrer, limiter, interdire parfois, mais avec des gradations. La Polynésie, elle, a choisi de dire, en fait, on veut pas d'aire marine protégée, parce que protéger, ça veut dire forcément qu'on met en réserve intégrale ou sous cloche. Et ils préfèrent souvent le terme de gérer, aire marine gérée, en disant, finalement, oui, peut-être il y aura des réserves, mais il y aura peut-être pas que ça. Et on préfère cette notion de gestion, et de nuance, voilà. Je pense que c'est intéressant de composer avec ce manteau d'arlequin, parfois, parce que ça marche parfois mieux, en fait. Tu parlais de ce territoire sur lequel tu as été très en contact avec les habitants. Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement et peut-être qu'est-ce que tu imagines peut-être pouvoir transposer dans les méthodes que tu as pu avoir en Polynésie sur des territoires comme le parc ici ? J'ai pas qu'appris en Polynésie les aires protégées, j'ai aussi beaucoup appris en Corse. Et je voudrais saluer aussi ceux avec qui j'ai travaillé, je veux dire Guy-François Frisoni, Madi Kanchemi, qui est aujourd'hui directrice du parc du Cap Corse, du parc marin. La Polynésie, oui, ça m'a donné envie de mettre en place, c'est ce que je te disais, ce temps vraiment très très fort d'échange, de co-construction avec les habitants, les usagers, et avec très 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 gros efforts de rencontres. Par exemple, les Marquises, il y a une 30aine de vallées habitées et c'est vrai que ça a beaucoup de valeur, ce contact. Donc oui, l'écoute, le dialogue, l'explication, pour moi, c'est vraiment très important. Oui, c'est ça que j'ai envie de faire ici. Alors, c'est pas une même dynamique ici. Il y a déjà une gestion. Enfin, j'arrive dans un territoire où il y a déjà 60 ans de parc national. Il y a déjà une commune, une métropole, des habitudes, des acteurs ici qui dialoguent, qu'on construise. Donc, c'est pas du tout le même contexte. Mais en tout cas, cette envie de comprendre, cette envie de dialoguer, ou parfois, d'essayer de construire, oui, des compromis ou tout au moins ou d'expliquer quand on est obligé de prendre une réglementation. Oui, c'est comme ça que j'ai
envie de travailler, même si moi je suis quand même tenue par la charte et qui me précède. C'est-à-dire qu'en fait, le parc national, il y a quand même des centaines de personnes qui se sont mis d'accord sur un cadre qui est la charte. Mon action doit s'inscrire aussi dans le respect de cette charte dont on parlera tout à l'heure. Alors, on y vient au parc. Sophie Dorothée, qu'est-ce qui t'a motivée il y a un an à prendre ce poste à la direction du parc et ce territoire en particulier ? Donc on revient à mon chemin d'étoile de départ. Alors ce qui m'a motivée, c'est le croisement de plein de choses. Le premier, c'est au bout de 10 ans, c'est ce que je disais en ministère, j'avais envie de me rebaigner dans des politiques plus territoriales. Parce que j'aime alterner. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand vous voyez l'annonce de la vacance du poste de directeur de Porquerolles, alors que vous avez grandi, c'était le parc national de mon enfance. Moi, je pense que j'ai fait le sentier sous-marin avec Philippe Robert quand j'étais petite à Porquerolles. Donc je suis venue petite. Tu es venue sur les îles. Oui, bien sûr, Porquerolles, pour le coup avec mes parents. Je veux dire, ma mère en tant que scientifique fréquentait Nardo-Vicente. Donc en fait, moi quelque part, Porquerolles, ça fait partie de mon imaginaire territorial, quoi. Et donc je me suis dit, mais si je dois revenir sur un territoire et m'investir avec les compétences que j'ai acquises en Corse, en Polynésie, à Paris, là ça a du sens en fait. Et donc oui, moi je veux faire de la protection de la biodiversité, je veux retourner dans les aires protégées et c'est insulaire. Moi on y reviendra, mais j'ai fait toute ma carrière dans les îles. Tu vas me poser après la question parce que tu vas me dire et pourquoi Paris ? Mais Paris, c'est l'Île-de-France, non ? J'ai fait l'intégralité de ma carrière dans les îles. Et donc, voilà. Donc, pour tout ça, c'était pour moi une évidence de poser ma candidature. Voilà. On va du coup parler des missions et des enjeux à court et moyen et long terme pour le parc national. Peut-être pour donner quelques éléments de contexte, on sait aujourd'hui que la biodiversité s'effondre à une vitesse sans précédent. Près d'1 million d'espèces sont menacées d'extinction. Plus des 3/4 des milieux terrestres sont altérés et les zones humides ont presque disparu. Les causes sont connues, changement d'usage des sols et des mers, surexploitation, pollution, espèces invasives et le changement climatique amplifie tout cela. Pourtant, la biodiversité est vitale à notre quotidien et sa protection conditionne notre avenir collectif. Alors la France est riche de territoires terrestres et maritimes, elle porte une responsabilité particulière. Elle s'est dotée, on l'a dit, d'une stratégie nationale pour la biodiversité, pour les aires protégées à horizon 2030 sur lesquelles tu as travaillé, dont les parcs nationaux sont l'un des piliers. Le nouveau contrat d'objectifs 2024-2028, donc je m'arrête un petit peu sur ce terme parce qu'on va vraiment y revenir, inscrit d'ailleurs pleinement le parc national de Porquerolles dans cette dynamique. Avant de parler de son contenu, est-ce que Sophie Dorothée, tu peux nous rappeler, je pense que c'est bien pour les auditeurs, quelques grands chiffres ou repères qui permettent de comprendre de façon très synthétique ce qu'est le parc national de Porquerolles, l'étendue du territoire, le nombre d'employés, quelques chiffres parlants. Alors, le budget peut-être aussi. Donc déjà, le premier chiffre parlant, c'est 1963. C'est sa date de création. C'est très parlant, c'est très remarquable puisque c'est quand même la première aire marine protégée d'Europe qui naît en 1963. La France est quand même pionnière, il faut le rappeler. C'est le deuxième parc national qui est créé et il a la particularité d'avoir été créé d'un double élan, et j'aime à le rappeler, entre une volonté territoriale, d'acteurs privés et de l'État, de pouvoir, entre guillemets, mettre ce territoire dans les mains d'un collectif et pour le préserver pour les générations futures. C'était la volonté des propriétaires sur Porquerolles, Marceline, Henri et d'autres avec elle, de rentrer dans cette dynamique de protéger ce territoire pour les générations futures. Donc je trouve que c'est quand même remarquable. C'est pas une décision unilatérale, c'est une co-décision entre le local et le national. Donc la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être ça serait 140 000 hectares, le deuxième chiffre, parce que il porte le nom de Porquerolles, parce qu'il est né à Porquerolles. Mais depuis 15 ans, le parc national, en fait, a multiplié par 70 sa surface. Et en fait, c'est vrai que des fois, les gens me disent, mais
mais vous faites des choses en dehors de l'île de Porquerolles. Et en fait, oui, on fait beaucoup de choses en dehors de l'île de Porquerolles parce qu'en fait, le parc national va s'étendre de Lagarde jusqu'à Ramatuelle avec en fait la mobilisation de 5 communes qui se sont fédérées pour créer en fait le parc national. Donc les 5 communes, c'est Lagarde, Le Pradé, Hyères, Ramatuelle et La Croix-Valmer, qui donc ont passé un pacte, c'est la charte, pour avoir un territoire durable. C'est cette volonté, cette décision qu'aujourd'hui je suis chargée d'animer, d'accompagner. Mais donc le parc national, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on s'imagine, avec 2 cœurs. Porquerolles, évidemment, qui est le cœur originaire, et puis Porquerolles, qui est le 2e cœur du parc national de Porquerolles. Donc j'aime bien à dire que j'ai 2 cœurs. Voilà. T'évoques l'étendue. On va pas rentrer dans le débat, mais ça pose la question du nom, qui est une question un peu récurrente ici, de savoir est-ce qu'on élargit aussi ce nom pour le faire coller à la réalité territoriale. Clairement, pour moi, ça a été... Enfin, moi qui suis pas d'ici, pas varoise, j'ai beaucoup de respect pour le nom du Parc national de Porquerolles, mais effectivement, je trouve que le nom ne colle pas en fait à la réalité du territoire et de la mobilisation des différents acteurs territoriaux. Et j'ai cru comprendre que je n'étais pas la seule en fait à avoir cette réflexion. Et on est en train de travailler avec le conseil d'administration pour voir quelle évolution ou quel surnom ou quel on pourrait donner pour mieux rendre compte de cette étendue territoriale. Voilà. Donc c'est un travail en cours et je pense que je trouve écho à peu près partout sur cette évolution. Peut-être pour terminer sur quelques chiffres, le nombre de personnes employées au sein du parc. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que l'établissement... Alors moi, je dirige un établissement qui est particulier puisque en fait, j'ai 2 établissements en un. Je suis à la fois la directrice du parc national de Porquerolles, sur le territoire qu'on vient de décrire, mais je suis aussi, et j'ai beaucoup de chance, la directrice du Conservatoire botanique national méditerranéen, qui est lui aussi héritier de Porquerolles, puisqu'il a été installé et créé à Porquerolles dans les années 70. Il couvre toute la Méditerranée française, donc de Menton jusqu'à Perpignan et même en montant vers une partie finalement des Cévennes. En fait, son rôle à lui, c'est de connaître la flore endogène, locale, endémique de la Méditerranée, pouvoir voir ses évolutions et maintenir les espèces emblématiques de la Méditerranée. Donc ce sont 2 métiers frères, un parc national et un conservatoire botanique national, mais c'est pas tout à fait les mêmes fonctions. Donc on va dire que le parc national, c'est à peu près, on va dire, à entre 90 et 110 agents avec les fluctuations estivales, pour un tiers au conservatoire botanique, donc, et en gros un peu moins de 70 personnes pour la partie parc national. Donc en fait, ça fait finalement pour un territoire qui est assez grand, des équipes réparties sur l'ensemble du territoire. Je pense que c'est important de rappeler aux auditeurs, en effet, l'étendue et finalement pas tant de monde que ça. Ça représente quoi comme budget, le parc ? Alors le budget, en gros, aujourd'hui, on est aux alentours de 4-5 millions pour des projets. Le financement est assuré par le ministère, donc on a une dotation pour financer les salaires. Et ensuite, en termes de projets et en termes de déploiement, c'est entre 4 et 5 millions. Est-ce que tu peux nous rappeler de façon très succincte les principales missions du parc ? 4 grandes missions. La première, c'est la connaissance. Un parc national, c'est un observatoire en fait du vivant. Donc notre première mission, c'est de connaître notre biodiversité et finalement les usages et les activités qui se passent sur un territoire. Le deuxième, c'est la protection. En fait, un parc national, c'est fait pour protéger quand même l'environnement et la biodiversité. C'est vraiment son cœur, on va dire, de métier. Mais avec toute une gradation et une palette. C'est-à-dire que protection, non, c'est pas simplement interdire une zone, par exemple. C'est pas ça, ou faire une réglementation, il est interdit, il est permis. Non, c'est certes ça, mais c'est aussi plutôt de travailler en lien avec les usages qui sont faits sur ce territoire. Par exemple, on va s'apercevoir que la plongée, ça fait partie de l'activité économique du Var et évidemment des sites qu'on a réussi à restaurer. Mais c'est plutôt de travailler avec eux comment on va faire en sorte que cette activité soit la moins impactante possible pour la biodiversité. Et donc, c'est là où on commence à rentrer dans le développement durable. C'est-à-dire de travailler avec les entreprises de plongée pour voir quels sont leurs besoins et comment on peut réduire leurs impacts sur la biodiversité qui, pour nous, est une préoccupation. Des mouillages aussi qui permet, en fait, aux bateaux d'avoir, d'un côté, un mouillage sécurisé, un lieu fixe, mais nous, de ne plus avoir d'ancrage ou de mouillage, on va dire, aléatoire autour des sites. Et en fait, à chaque fois, d'essayer de trouver du gagnant-gagnant. Et ça, on a plein de leviers. On a aussi le levier de la marque, Esprit Parc, qui est plutôt une démarche de labellisation, où là, on va accompagner des entreprises
qui, sur le territoire du parc, s'engagent à des pratiques vertueuses et faire passer les bons messages. Et donc, pour moi, l'accompagnement au développement durable, c'est une démarche aussi de protection. Connaissance, protection. Ensuite, il y a ouverture, on va dire, au public. C'est-à-dire vraiment cette dimension, les parcs nationaux, contrairement à d'autres endroits dans le monde, c'est pas payant l'entrée. Alors c'est un grand débat et d'ailleurs je pense que ça serait un bon débat à avoir. Et ils ont cette vocation de pouvoir expliquer la nature et de pouvoir accueillir. Et c'est quand même un beau défi. Mais c'est le pari qu'ont fait les parcs nationaux d'accueillir, d'expliquer pour que chaque visiteur puisse respecter le site, mais être aussi un ambassadeur et mieux comprendre les enjeux de la nature et puis aussi mieux comprendre que c'est possible. C'est-à-dire que oui, on peut vivre dans un endroit préservé d'un point de vue environnemental, on peut continuer à avoir de la pêche, on peut continuer à avoir des entreprises qui fonctionnent, tout en respectant la nature. Et puis la quatrième vocation, je dirais que c'est aussi cette capacité à innover. On teste beaucoup de choses. Comme je vous disais sur la question des protections environnementales, aujourd'hui nous on développe beaucoup de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, notamment dans la partie gestion des risques. Aujourd'hui les territoires vont être très très exposés aux risques climatiques. Nous, on aimerait tester comment la nature peut être un allié de notre résistance aux risques et de notre résilience. Donc, on a plusieurs projets comme Amirare ou Caret, qui sont 2 projets qui vont s'occuper en gros de la naturalité des plages. Alors bien sûr, nous, avec cette envie de protéger le côté biodiversité, mais on sait que plus une plage va être forte d'un point de vue écologique, plus elle va être capable de nous protéger des submersions, de l'élévation du niveau de la mer, protéger des houles aussi protéger l'activité économique. Et donc, comment finalement la nature peut être aussi notre allié dans l'adaptation qu'on va devoir faire dans les années à venir. Les équipes du parc ont un cadre stratégique très clair. Ce fameux contrat d'objectifs et de performance 2024-2028 vient de le baliser dans le temps. Une feuille de route détaillée qui s'articule autour de plusieurs axes. Donc chacun de ces 4 axes qu'on vient de détailler est développé en objectifs opérationnels par domaine d'activité. Il est impossible d'aborder toutes les actions, mais est-ce qu'on peut essayer de voir ensemble quelques illustrations concrètes pour chacun des axes qui parleront peut-être au plus grand nombre? Alors je vais essayer de donner des exemples effectivement dans les différents domaines pour montrer un peu la spécificité du parc national de Porquerolles. La première chose, c'est qu'on vient d'adopter une stratégie scientifique alors qui porte un nom atypique, qui est dite évocentrée. Là où sa philosophie, je la trouve extrêmement percutante, c'est d'essayer de travailler sur les enjeux de science, de biodiversité, de nature, en intégrant évidemment les questions de la présence de l'humain sur nos territoires, parce qu'il faut quand même le souligner, c'est quand même un parc national qu'on a décidé de créer en zone urbanisée et anthropisée. Enfin, c'était quand même un sacré pari au départ. Et intégrant aussi la question du changement climatique. Et finalement, cette stratégie, elle se dit, mais ne voyons pas que la nature ou que l'angle de la nature pour pouvoir réfléchir à la science, mais intégrons l'humain et l'homme et la présence de l'homme dans ce territoire et aussi le changement climatique et donc les évolutions auxquelles tous collectifs, biodiv, humain, territoire, on va être confrontés dans les années à venir. Alors ça paraît presque évident quand on dit ça comme ça, mais en termes de mise en œuvre, c'est plus complexe. Et je pense que ça va être très très intéressant de pouvoir essayer de travailler là-dessus. Un autre sujet important, évidemment, moi je veux travailler sur la résilience des écosystèmes. Je viens de parler de la question de l'adaptation au changement climatique. Je suis garante de la biodiversité et évidemment avec l'appui des collectivités, des préfets, de l'habitabilité finalement de ce territoire. Donc cette question-là, comment la biodive on la suit et comment on l'aide à s'adapter au changement climatique, ça va être vraiment un grand angle de travail avec une obligation d'être à marche forcée parce qu'en fait les changements sont très brutaux et très rapides. Un autre sujet sur lequel on va être amené à travailler, c'est l'évaluation de la charte. Maintenant ça fait plus de 10 ans qu'elle a été adoptée et donc là dans les quelques années à venir, on va travailler sur cette évaluation pour se dire finalement c'est quoi la vision des 15 ans à venir. Vraiment, je souligne le caractère remarquable de cette charte qui en fait dit vraiment quasiment tout sur ce qu'il faut faire en fait sur ce territoire et donc comment on se projette sur les projets prioritaires. Et moi l'angle que j'ai envie de donner, c'est vraiment d'être dans le très concret, poursuivre et encore de renforcer ce côté très concret. C'est un document donc qui a été rédigé il y a 10 ans, c'est ça, ouais, qui a une durée de vie de quoi, 15 ans. 15 ans, oui, donc là vous êtes sur les 5 dernières années, donc
essayer de voir si les objectifs ont été atteints très concrètement. C'est quoi? Alors c'est plus complexe que ça. En fait, la charte, elle est prévue pour... Enfin, en gros, on travaille avec pendant 15 ans, mais elle peut durer 1000 ans si on souhaite. Et ça, c'est la question qu'on se pose en fait tous les 15 ans, savoir si on repart ou pas avec la charte. C'est plutôt de se dire finalement, est-ce que les objectifs qu'on s'était fixés sont toujours les bons, et de se dire dans les 10-15 années à venir, c'est quoi les priorités vraiment. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment le champ de tout ce qu'il faut faire, mais il y a 100 ans de travail derrière. Donc c'est la question qu'on va se poser dans les années à venir. Et puis bon, parmi les autres sujets, moi il y a toujours la question des jeunes. Comment un territoire ça sert l'avenir, et donc l'avenir des jeunes. Ça va être une thématique aussi sur laquelle on va beaucoup travailler. Voilà. À ce sujet, d'ailleurs, le parc est partenaire, ou en tout cas vous travaillez sur des formations avec les universités. Tu peux peut-être juste nous en dire deux mots? Oui, alors on a mis en place un parcours, ce qu'on appelle un parcours éducatif, où en fait avec tous les niveaux d'enseignement, des différents niveaux d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, pouvoir créer de la sensibilisation jusque de la professionnalisation. Et c'est assez remarquable, c'est-à-dire qu'en gros on a des partenariats, des programmes avec les classes primaires sur de la sensibilisation, de l'acculturation, les aires éducatives. Il y en a, je suis très heureuse d'ailleurs, et il y en aura bientôt une à Porquerolles, donc je suis encore plus heureuse, jusqu'à la licence et au master, où on arrive à avoir travaillé avec les universités sur des offres de professionnalisantes pour des jeunes qui voudraient s'investir sur les questions de la gestion de la nature. Nous, on accueille des jeunes qui sont éco-guides, mais qui sont passés par les licences de gestion et de protection de la nature, parce que, oui, la nature, en fait, c'est un métier. On a une approche assez globale des axes, des grands axes qui vont être travaillés au sein de ce contrat d'objectifs qui s'inscrit dans le cadre de la charte. Et je pense que c'est vraiment bien que les personnes comprennent en effet que ce contrat d'objectifs, même si 2028 peut paraître un objectif long pour les personnes qui nous écoutent, finalement c'est un délai très court à l'échelle d'une entité scientifique qui travaille sur des enjeux quand même de très long terme, qui s'inscrit dans un projet plus global qui est guidé par cette charte. J'aimerais qu'on parle peut-être plus spécifiquement des incendies. On sait que les incendies représentent un risque majeur. D'ailleurs, la lutte contre l'incendie est qualifiée de grande cause du parc depuis 4 ans. Comment le parc se prépare-t-il? Comment il évolue peut-être aussi dans cette préparation? Et comment il sensibilise habitants et visiteurs? Comme je te le présentais, la question d'accompagner le territoire dans l'adaptation au changement climatique, ça va vraiment être une très grosse priorité des 10 années à venir pour se préparer et résister. La question des risques incendies, c'est un risque majeur pour le territoire du Var. Cet été a été particulièrement illustratif pour ça. On a eu sur le territoire du parc 10 fermetures sur la partie de massif, sur la partie continentale, et 5 sur la partie insulaire. Ça montre le degré de risque et d'occurrence. Donc voilà, donc le risque est là, et le risque, c'est clair, va s'amplifier. Sécheresse, vent, etc. Bon, la question de la gestion des risques incendies, c'est évidemment la préfecture en lien avec les collectivités qui en est responsable. Et nous, on contribue comment? On contribue déjà à la connaissance. La première chose, c'est ça. Donc, de bien connaître notre territoire, de quelles sont les dynamiques de nos populations forestières, sur aussi peut-être la variété aussi de ces couverts végétaux, travailler sur leur diversité. On travaille sur toutes les questions aussi de débroussaillement, de gestion du domaine forestier, puisque nous, la particularité du parc national de Porquerolles, c'est jouer le rôle de propriétaire, et donc on est soumis aux obligations de débroussaillement, de gestion. Ce côté à la fois connaissance, ce côté aussi prévention sur nos territoires, ça c'est comme ça qu'on y travaille. On va se lancer aussi dans une cartographie des couverts forestiers pour comprendre la dynamique forestière et végétale finalement sur nos îles, qui vont nous aider peut-être à anticiper les zones plus fragiles, comment se comporte la forêt, effectivement l'impact des stress hydriques, tout ça pour essayer de savoir la vulnérabilité finalement du territoire. On travaille aussi sur les fermetures de massifs, en tout cas sur les cœurs, Porquerolles et Porquerolles. On est chargé d'accompagner la fermeture au comté pour Porquerolles des pompiers, de la fermeture. Donc c'est vraiment de limiter, quand il y a un risque trop fort, la présence des personnes en situation forestière. Ça c'est peut-être le plus visible. C'est ce qui est très visible, oui. Voilà. Et puis l'autre point sur lequel on travaille beaucoup, et s'il vous plaît, chers auditeurs, réduire le risque. Et réduire le risque, quoi? C'est éviter des comportements qui sont banals sur le territoire. Une cigarette. En fait, non, le parc national, en fait, c'est vraiment pour le coup, les territoires
Porquerolles, Porquerolles et puis les autres sites du continent, c'est vraiment des joyaux en matière d'environnement. C'est des années de travail et puis pour maintenir une beauté de notre environnement. Et en fait, qu'une cigarette, un briquet, etc. peut faire voler en fumée en quelques minutes. Donc en fait, oui, il y a le respect de la réglementation. Donc quand on interdit de fumer à certains endroits, c'est pas du tout le plaisir ni de faire de la morale aux gens, mais c'est qu'en fait, vous êtes vraiment dans un trésor naturel. Et en fait, les gens ne pensent pas qu'une simple cigarette peut être à l'origine d'un feu majeur. Il faut aussi se projeter qu'on est sur des îles, en tout cas dès qu'on est dans le système insulaire. Et donc la gestion du risque, la gestion même de sauver les personnes et les biens, dans les îles, elle est beaucoup plus difficile, bien plus difficile que sur le continent. Donc, il y a aussi cette citoyenneté, si j'ose dire, de se dire, c'est des territoires plus à risque. Donc, vraiment d'essayer qu'on respecte collectivement. Donc, oui, les gardes du parc font en sorte, avec, d'ailleurs, je remercie là la région, le renfort de la garde forestière régionale. Avant l'accès au bateau, il y a des messages. Alors, il y a des messages. Alors, sur place, il y a des messages aussi avant l'accès au bateau. La TLV rappelle les pictogrammes, etc. En cas de fermeture aussi des massifs, on a des personnes qui viennent expliquer aux visiteurs en bateau que certes, vous pouvez aller dans les îles, mais votre territoire, il va être limité puisque les massifs sont fermés. Voilà, donc oui, cette sensibilisation, elle est fondamentale et on a encore beaucoup d'efforts à faire parce que la tâche est énorme, en fait. Autre gros sujet pour le parc, la posidonie, qui est une herbe marine emblématique de la Méditerranée, qui joue un rôle crucial pour l'équilibre écologique. Elle stabilise le littoral, filtre l'eau et contribue à la lutte contre le changement climatique en stockant du carbone. Les herbiers de posidonie sont de véritables poumons de la mer. Alors j'ai appris en t'écoutant Sophie Dorothée qu'ils produisent par hectare plus d'oxygène qu'une forêt terrestre, ce qui est quand même 7 fois plus. 7 fois plus. Voilà, merci pour la précision. Ce qui est quand même très éloquent, je pense, pour ceux qui nous écoutent, tout en abritant une biodiversité marine exceptionnelle. Donc c'est vraiment une priorité pour le parc de la protéger. Il y a plusieurs actions qui sont menées. Est-ce que tu peux nous parler de ces actions et notamment d'un sujet un petit peu sensible et totalement d'actualité, qui est l'avancement du projet de SMEL, donc la gestion des mouillages, notamment à Porquerolles, puisque c'est déjà mis en place sur l'île de Porquerolles. Alors oui, tu l'as bien rappelé, la posidonie, c'est vraiment et l'écosystème star de la Méditerranée et donc l'écosystème de toutes les préoccupations, puisqu'en fait, il joue un rôle incroyable, captation du carbone, production d'oxygène. C'est des lieux de nurserie pour plein d'espèces animales, etc. Donc même la pêche dépend du bon état de la posidonie. Et puis c'est un de nos alliés majeurs aussi en termes d'adaptation pour les risques, puisqu'on sait que elles permettent de réduire l'impact des houles, elles permettent aussi de maintenir le sable. On a aussi la chance d'avoir ce qu'on appelle des récifs barrières de posidonie, qui sont vraiment des mâts et des lieux très importants. On en a dans le territoire du parc national. Vraiment, la posidonie, au niveau marin, c'est vraiment un des écosystèmes fondamentaux à préserver. Les actions pour la préserver, déjà la lutte contre les pollutions, ça va de l'assainissement en passant par tous les autres types de pollution. Il y a tout simplement aussi des questions d'aménagement, parce que parfois quand on construit des infrastructures en mer, en fait, on peut être amené à détruire. Donc ça, évidemment, aujourd'hui, il y a des règles qui permettent de réduire ça. Et puis, une des pressions sur lesquelles il faut agir et de plus en plus, c'est la question des mauvaises pratiques d'ancrage. Encore une fois, c'est pas la plaisance. La plaisance bien réalisée, il n'y a aucun problème avec la posidonie, mais c'est quand on ne sait pas, c'est en fait simplement d'envoyer une ancre sur la posidonie qui en fait détruit finalement les racines de cet écosystème. Et petit point, peut-être, tu allais peut-être l'évoquer, mais c'est une herbe qui pousse très 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 lentement. Je crois que c'est 1 centimètre ou quelques centimètres dans l'année, quoi. C'est ça, c'est 1 centimètre par an à peu près. Donc effectivement, c'est une plante à croissance très 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 lente. Et donc cette préoccupation de sa protection, c'est pas que un enjeu pour le parc national de Porquerolles, c'est vraiment toute la Méditerranée. Et donc les SMEL, donc les zones d'équipement et de mouillage léger, se développent partout sur le littoral de Méditerranée. On en est à plus de 40 infrastructures et projets qui sont en place et à venir, avec un double objectif pour les SMEL, qui je trouve est génial en fait. À nous de faire passer pourquoi c'est génial. Parce qu'en fait, effectivement, tu disais, c'est un sujet sensible. C'est génial parce que ça propose quoi, en fait? Tout simplement une SMEL. Une SMEL, c'est un ensemble de bouées
qui vont être installés avec des systèmes d'ancrage écologique, donc des vis qui vont pouvoir se mettre de façon intelligente et opportune dans les mâts de Posidonie, de manière en fait à toujours continuer à offrir une situation de mouillage, donc il y aura une bouée, mais sans que jamais on ait besoin de remettre l'ancre à l'eau. Donc, en fait, ça permet un double effet. Déjà, ça permet de protéger la Posidonie, puisqu'il y a cette bouée et qu'on va s'ancrer à cette bouée, on n'aura plus besoin de jeter l'ancre. Donc, pas d'impact. Mais ça permet toujours à l'ensemble des plaisanciers de poursuivre leur activité et de pouvoir avoir des zones de mouillage de qualité dans nos littoraux. Et en fait, avec en plus un apport, c'est que déjà, ça permet d'organiser finalement l'utilisation de l'espace, parce que il y a certes cette question de la protection de l'environnement, mais la question du partage de l'espace maritime. Il y a plus en plus de monde en mer. La mer, et c'est formidable, est devenue vraiment un espace où très fréquenté. La pêche, la plaisance, le nautisme, le transport maritime, les productions d'énergie en mer. Et il y a cette question du partage aussi de l'occupation de l'espace et des conflits d'usage. Et en fait, la question de la plaisance n'y fait pas exception. Et en fait, finalement, une SMEL permet aussi d'organiser un espace, de le partager, de permettre une rotation, de permettre d'avoir un mouillage sécurisé dans des zones où avant, c'était plus aléatoire. Donc, il y a vraiment cette vocation environnementale, maintenir le développement économique et avancer sur le partage de l'espace dans des conditions aussi plus sécurisantes. C'est quand même un outil qui répond à plein de préoccupations modernes et donc il faut lui laisser sa chance. Et évidemment le parc national, mais comme d'autres communes du Var, on s'est lancé dans cette démarche. Port-Cros déjà, 70 bouées, 68 installées à Bagot. Ça marche. Oui, il y a toujours des perfections à faire et on les fera. Et d'ailleurs, c'est un système qui se perfectionne au fur et à mesure. Mais ça marche. Et le projet, c'est effectivement de développer pour les 5 grandes baies du nord de Porquerolles des offres de SMEL adaptées au littoral, mais adaptées aussi à la fréquentation de l'île pour toujours garantir à nos plaisanciers un accès à cet espace incroyable. En gros, c'est entre 300 et 340 bouées qui seront installées. Toujours la possibilité, c'est important, de pouvoir s'ancrer sur le sable. Le sable est un espace qui doit être libre au mouillage. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est vraiment aussi construire ce partage de l'espace entre baigneurs, plaisanciers et puis respect de la faune, dans laquelle on est bien content aussi de pouvoir profiter de cet environnement incroyable, quoi. À quelle échéance, du coup, Sophie? Alors, c'est toujours des projets très, très longs. Là, je voyais dire à Matuelle, 7 ans pour développer leur SMEL. Nous, ça fait déjà 3 ans. On a eu à peu près une phase de 2-3 ans de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. On a remis un projet là au service de l'État l'an dernier. On est toujours en train de travailler avec les services de l'État, puisqu'on est soumis à un parc national aux mêmes contraintes que les collectivités, pour améliorer d'un point de vue technique, nautique, environnemental, paysager le projet, donc sous leurs différentes directives. Donc nous, l'horizon, c'est 2027-2028 pour la mise en place, avec une réflexion qu'on est en train de mener sur les conditions de gestion aussi, parce que ça sera quand même une très grosse semelle. Donc c'est des projets, on sera dans un projet à 6-7 ans de mise en œuvre, donc 2027-2028, mais qui est le temps 1 de la concertation, 2 de la co-construction avec les services. On aura aussi encore là en 2026 une enquête publique pour présenter la nouvelle version suite aux corrections que nous auront demandé les services de l'État. Donc il y aura encore un dialogue, une information, une possibilité d'expression et de correction encore des habitants, des usagers sur ce projet. On sera très heureux parce que ça serait vraiment un grand service au territoire, sachant que c'est un projet qui est très ancien, qui est dans la charte, donc déjà depuis 15 ans. Ça met du temps, mais c'est aussi le temps de la co-construction. Co-construction. On va pas rentrer dans le détail du projet Amirare parce qu'il y aura un podcast qui est dédié à ce projet, mais peut-être que ce projet Amirare met quand même en évidence cet aspect qui est vraiment de la méconnaissance encore, malgré tout, de la Posidonie par certains visiteurs qui s'étonnent de voir les plages alors qu'ils imaginent souillées, mais pas du tout, parce qu'en fait il y a vraiment ce souci de laisser les banquettes de Posidonie, justement parce qu'il y a un vrai travail sur le trait de côte. Il y a peut-être aussi cette image finalement de sensibiliser sur le caractère sauvage des plages varoises et donc d'arrêter de s'imaginer qu'on vient à Porquerolles pour voir des plages des Caraïbes. Je
cas, le pari de la solution fondée sur la nature, c'est vraiment un angle du parc national. Tu présentes Amiraré, mais on a aussi Carrette qui participe de la même philosophie. Donc, effectivement, c'est en gros comment la plage naturelle, y compris avec ses posidonies, est un allié de la gestion des submersions, etc. Carrette, c'est pareil. Carrette, c'est un projet, alors je vais en dire quelques mots de Carrette pour le coup, qui vise aussi la protection des plages. C'est un projet qu'on porte avec les 5 communes du parc national. Donc vraiment, merci à elles de s'être engagées. Participe aussi avec un camping, l'hôpital René Straban aussi, qui est partenaire, le réseau des gestion des observatoires de tortues et d'autres partenaires. Pour protéger quoi ? La plage naturelle, pour permettre les pontes de tortues Carrette, puisqu'on est le Var est quand même un des départements préférés ces derniers temps, des petites tortues pour venir naître. Oui, on a pu en faire l'expérience ici. C'est ça. Et donc nous, on voudrait pouvoir leur donner toujours l'accès à des conditions optimum pour ça. Mais protéger la naturalité d'une plage, c'est aussi rendre service au maintien de la plage, donc pour le tourisme, et puis la protection. Donc c'est vraiment cet angle-là. Et oui, dans ces 2 projets, Amiraré comme Carrette, il y a cette dimension de la sensibilisation, de la communication, parce que oui, on a tous des images parfois un peu trop paradisiaques ou idéalisées de la nature. En fait, la nature, elle est moche parfois. Et ça, c'est Gilles Boeuf, qui est extraordinaire, qui est un grand scientifique et biologiste marin. Il dit en fait, la nature, elle n'est pas que belle, en fait, et c'est à nous d'expliquer en quoi le vivant, c'est juste le vivant. Mais oui, pour le coup, d'expliquer que cette herbe, c'est bien et c'est pas sale. Enfin, dès qu'on a compris quand même tout ce qu'elle apportait, la posidonie, on porte un regard totalement différent. La question de la gestion des ressources est aussi centrale sur les territoires insulaires, notamment. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'illustrations, d'actions du parc dans le domaine, que ce soit sur l'eau, peut-être les sols, l'énergie ? Ce qui est génial avec la gestion d'un territoire insulaire, c'est qu'on expérimente toutes les contraintes qui sont moindres sur le continent. Donc c'est vraiment le territoire de tous les défis. Et c'est ça qui nous oblige. Donc un laboratoire. Ouais, vraiment. Et puis un laboratoire de la dureté. Donc on expérimente la gestion de la restriction des ressources. C'est une île, où les territoires littoraux, c'est des zones où les ressources sont limitées. Et donc oui, on travaille sur comment partager, réutiliser ces ressources. Un exemple le plus emblématique, le plus ancien, des plus anciens, c'est la question de la réutilisation des eaux de la station d'épuration de Porquerolles. C'est un projet qui a 40 ans. Et de se dire, de faire le pari, finalement, il y a cette eau qui sort des stations d'épuration, qui a une qualité, heureusement retraitée, etc., mais qui a une qualité, on peut pas la boire immédiatement. Et c'est de se dire, mais est-ce qu'on peut passer par un système de lagunage qui permet 2 choses. 1, de pouvoir rehausser la qualité de l'eau qui va ressortir. Deuxièmement, est-ce qu'on peut reconstituer ou constituer une zone humide par des lagunes ? En fait, les zones humides, dans le monde de l'écologie, c'est vraiment des lieux incroyables par les services que ça rend. Parce que ça permet de fixer de la biodiversité en faune, amphibien, etc. Donc ça reconstitue un pôle de biodiversité. Ça permet aussi de réalimenter les sols en eau, ça fait quand même des stocks d'eau qui permettent d'alimenter une végétation à proximité et même de passer derrière dans les nappes et de retourner dans les nappes. Et puis, ce système de lagunage, le pari qui a été fait, c'est de la réutiliser. Et une partie de l'eau est réutilisée notamment pour l'arboriculture et les collections variétales, notamment du Conservatoire botanique, puisqu'on a une collection d'arbres oliviers, figuiers, etc., qu'on garde pour la Méditerranée, d'essayer de tester comment on pouvait récupérer cette eau finalement de l'assainissement pour de l'arboriculture. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec les équipes pour rehausser encore le niveau de qualité des eaux qui est produite pour, à terme, on l'espère, alimenter une activité de maraîchage. Puisque pour du maraîchage, il faut que la qualité de l'eau soit encore un tout petit peu plus élevée. La question de l'eau sur les îles, c'est crucial. Là, le parc innove en testant des techniques dans le temps qui rendent plein de services à l'île. Donc, recharger les nappes, recharger la biodive et puis offrir de l'eau aux porquerolles, quoi. Ça, c'est un exemple. Autre exemple sur l'énergie. Pareil, l'énergie très, très, très dure à pouvoir acheminer sur les îles et l'électricité. Parmi les choses qu'on essaie de développer, c'est les énergies renouvelables. C'est très difficile de développer des énergies renouvelables sur des îles classées, en plus, qui ont plein de réglementations très compliquées. Mais on s'est dit que nous, on devait être exemplaires sur cette thématique, là où on pouvait.
Et où on pouvait le faire, c'était sur le site du hameau. Et en fait, à l'occasion et grâce au plan de relance de l'État, on a pu développer un projet intégré de restauration du site du hameau pour les locaux de travail, conservatoire et parc, mais également pouvoir installer une centrale photovoltaïque qui nous permet de pouvoir produire l'électricité et de réinjecter aussi de l'électricité sur le réseau et donc de réduire finalement le pompage du parc sur l'électricité qui arrive jusqu'aux îles. D'autres exemples sur la gestion de la ressource. Moi, je trouve assez remarquable le dialogue qu'on a avec les pêcheurs professionnels, les prud'hommes, pour pouvoir créer une gestion de la pêche qui soit à la fois efficace pour les pêcheurs et rentable, mais respectueuse de l'environnement avec des maillages, des périodes, des lieux qui sont ouverts ou fermés selon les enjeux. Pareil, les discussions qu'il y a avec les pêcheurs de loisirs. Enfin, c'est vraiment assez remarquable la qualité du dialogue en fait qui est mise en place pour gérer, encore une fois, une ressource halieutique qui est limitée. Finalement, c'est un peu le contrat de Rousseau, c'est de se dire, abdiquant une espèce de liberté qui serait la loi du plus fort pour tout le monde, on se met en état de discussion pour avoir chacun des bénéfices au partage d'un territoire, quoi. Et je trouve ça un contrat social assez remarquable. Ouais. Parmi les autres actions, notamment sur les territoires insulaires, se pose la question des conditions d'une fréquentation acceptable en termes social, économique et environnemental. Sur cette question de l'hyperfréquentation, l'étude sur la capacité de charge qui a été menée il y a quelques années et les mesures de régulation qui ont été prises à la suite du confinement, est-ce qu'elles ont eu un impact que vous arrivez à mesurer avec... Bon, alors il ne s'est pas passé beaucoup de temps depuis, mais peut-être que vous avez vraiment des outils qui vous permettent de voir les effets, notamment sur la biodiversité. Est-ce que ces mesures, elles se maintiennent et elles ont vocation à se maintenir ? La question de la fréquentation, en général, et dans les sites naturels ou protégés, c'est un sujet national, international. J'ai la sensation que c'est parmi les sujets les plus complexes qu'on est amené à gérer, nous, les gestionnaires d'aires protégées notamment. Donc le sujet n'est pas que Porquerolles, le sujet il est vraiment très très large. Très compliqué, parce que, encore une fois, la France a choisi de créer des aires protégées souvent dans des lieux où il y a des habitants, des usagers, voire des visiteurs. Et en fait, avec cette envie d'ouvrir ces territoires à la présence humaine. Et donc l'équation avec l'attrait de ces territoires qui est de plus en plus fort, de l'augmentation du nombre de gens et de visiteurs, en fait, rend l'exercice très, très, très compliqué. J'ai vu des reportages de l'INA, là, où il y a encore quelques années, sur Porquerolles, on parlait de fréquentation à 10-12 000 personnes jour dans certains pics. C'est vrai que, déjà à l'époque, c'était quoi, dans les années 90, ça donnait le vertige, mais j'imagine que ça devait donner le vertige. Donc, je rends hommage à ceux qui, il y a quelques années, 3-4 ans, ont décidé de mettre en place une analyse, un cadre pour voir comment on pouvait limiter pour une expérience heureuse et que la nature souffre le moins possible. Donc, j'ai pas encore assez de recul pour te dire si le chiffre qui avait été choisi de 6 000 visiteurs jour en période estivale, c'est le bon chiffre. C'est-à-dire, est-ce que c'est optimum pour l'environnement et optimum finalement pour l'expérience et les commerçants aussi. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on va travailler dans les 3-4 années qui vont venir pour essayer de voir si c'est vraiment, si ce qu'on promet aux gens, finalement, ça correspond aussi à la réalité. Donc sujet très important sur lequel tous les parcs nationaux vont travailler et sur lequel on essaye d'être sur ce triptyque biodiversité, enjeux socio-économiques et puis expérience aussi visiteurs. En tout cas, moi, j'aimerais que ça soit peut-être moins choquant. Je vois là, les calanques ont mis en place un système de réservation où on s'inscrit pour venir fréquenter les calanques. Je crois qu'il y a quand même un enjeu aussi à faire comprendre qu'un espace naturel, déjà un espace naturel, c'est un espace qui appartient forcément à quelqu'un ou quelqu'un a la responsabilité de le gérer. Je pense que c'est important de dire ça, premièrement. Et deuxièmement, quand on va au musée ou n'importe où, on s'inscrit, enfin on paye, ça c'est une chose, mais en tout cas on s'inscrit, ou il y a une jauge aussi, et finalement ça nous choque pas, ou ça nous choque moins. Et voilà, donc peut-être se dire, la nature aussi, il faut appréhender la nature d'une certaine façon, et c'est pas dans l'ultra-consommation qu'on sera
gagnant en fait, ni dans l'expérience voyageur, ni finalement pour l'environnement en tant que tel, quoi. Donc voilà, bon, il faut construire cet équilibre. Oui. Parmi les actions menées également par le parc, il y a cette idée d'accompagner la transition vers l'agriculture biologique et les pratiques agro-environnementales. Voilà, Porquerolles, c'est un territoire un peu particulier aussi par rapport aux autres territoires. Est-ce qu'il y a des actions particulières menées sur ce plan-là? Alors oui, parmi les missions du parc national, et d'ailleurs à la fois de la charte et du contrat d'objectifs, il y a cet accompagnement dans la transition agricole. Mais déjà, les territoires ici, en tout cas Porquerolles est très avancé, puisqu'on travaille en étroite collaboration avec les deux domaines viticoles. Et nous, on a une histoire sur ce territoire, puisqu'on héberge les vergers conservatoires du conservatoire botanique. Et puis, on se sent héritier au parc national de l'histoire agricole de Porquerolles. À la fois, c'est important pour nous d'accompagner la transition agricole, à la fois avec tout ce qui est agriculture biologique, réutilisation de l'eau, mais aussi dans cette vocation paysagère, c'est le deuxième point, pour maintenir cette identité. Et puis le troisième point, c'est aussi, c'est une île, et en fait, le fait qu'on puisse avoir une diversité de produits qui peuvent être produits directement sur l'île, c'est aussi important simplement en termes de subsistance, alors même si finalement on n'est pas très très loin du continent, et donc encourager notamment le maraîchage, ça c'est quelque chose sur lequel on a une attention particulière, et d'ailleurs on travaille avec l'organisme COPA sur la sauvegarde des forêts varoises pour développer cette vision du maraîchage, avec en plus la dimension d'insertion qui aussi nous tient à cœur. Mais c'est quelque chose sur lequel nous on s'investit Parc National, et qui fait partie de nos missions très clairement. Oui. Vous avez des actions menées avec le domaine de l'île par exemple ou pas? Oui, on est en conventionnement avec les deux domaines, sur la façon de gérer le territoire, la façon de faire pousser la vigne. Il y a un projet sur lequel on a envie de s'investir, c'est la gestion des haies. Et d'ailleurs, on travaillera avec les différents, avec le domaine de l'île et puis le domaine Carmignac. On a des haies, c'est une chance. Les haies, ça a une vocation intéressante pour plein de choses, environnementales, paysagères, même pour la gestion des risques incendies et multiples et variés. Donc voilà, on a envie aussi de construire sur cet objet haie sur l'île de Porquerolles. Ça fera partie des projets sur lesquels on va travailler. Ouais. Sur la question de la gouvernance, pour revenir à cette question de la co-construction qui est vraiment centrale, vraiment dans ta vision et ta façon de voir les choses, comment est-ce que vous travaillez avec les élus, les scientifiques, les associations, les institutions culturelles et les habitants? Oui, c'est central. Pour moi, c'est vraiment... c'est toujours pareil, on dit que tout seul on avance vite et ensemble on va plus loin. Alors ici, ce qui est incroyable, c'est que la gouvernance, elle est vraiment très en place. Et honnêtement, j'ai une chance incroyable. J'ai 3 instances de gouvernance. Alors ça paraît beaucoup quand je dis ça aux gens, ils disent « Oh mon Dieu !» Mais ça fait beaucoup de monde avec qui travailler, avec qui discuter. Et je dis non, c'est autant de conseils, d'intelligence. J'ai un conseil d'administration qui est présidé par Isabelle Montfort, avec une 40aine de membres, principalement des élus, l'État et effectivement les associations scientifiques et des scientifiques aussi. Une immense maturité, une grande volonté, des gens qui aiment leur territoire. Moi, c'est très impressionnant de voir le fait que les gens soient dévoués en fait vraiment à cette histoire. Donc grosse responsabilité sur les épaules. Voilà, donc ça c'est vraiment merci à ceux qui m'ont accueilli dans ce conseil d'administration, puis à sa présidente. J'ai aussi la chance, et tous les parcs nationaux n'en ont pas, d'avoir un conseil économique, social et culturel qui rime aussi avec l'évolution des métiers des parcs nationaux, où on est passé beaucoup de la connaissance conservation aussi à développement territorial, il y a une 20aine d'années, à l'occasion de la loi portée par M. Girand. Et donc le CESC, c'est une 100aine de membres qui représentent ce qu'on appelle les forces vives d'un territoire. Donc en gros, effectivement, les entreprises, les associations d'usagers de cet espace, qu'il soit terrestre, maritime, insulaire ou continental. Et on travaille beaucoup avec eux sur justement les projets, la réalité des projets, c'est-à-dire l'adéquation des projets, que ce soit en matière de développement agricole, en matière de gestion de la pêche, d'avoir leurs avis, leurs orientations, leurs préoccupations, qui nous vraiment est le pouls finalement du territoire. Ils ont été très à la manœuvre dans l'élaboration de la charte. Et voilà, les différents présidents des CESC sont vraiment très investis sur ces questions-là. Voilà,
une vraie volonté d'être acteur du territoire. Et ça, c'est vraiment une chance. Donc, deuxième chance. J'ai une troisième chance, c'est d'avoir un conseil scientifique aussi extrêmement investi. Une trentaine, une quarantaine de scientifiques dans toutes les composantes qu'on va retrouver dans le parc national, c'est-à-dire sciences naturelles, qu'elles soient forestières jusqu'à océanographes. On a beaucoup de représentants des sciences humaines, des philosophes, des juristes. Donc, une grande diversité de connaissances qui est vraiment là pour être une espèce de boussole scientifique sur les questions qu'on se pose, présidée par Isabelle Taupier-Letage. Et donc, j'ai oublié de citer et de remercier le président du CSC, Michel Dalmas, qui est vraiment incroyable et une telle ouverture aussi d'esprit. Donc voilà, j'ai 3 présidents d'instance, en fait, Isabelle Taupier-Letage, Isabelle Montfort et Michel Dalmas, qui sont des chances pour le parc national. Donc une gouvernance intelligente, préoccupée par son territoire, vraiment envie de faire avancer les sujets. Et je vous dis, la responsabilité, c'est d'être à la hauteur de leurs envies, de leurs interrogations, de leurs préoccupations. Mais ça renvoie à la 4e chance que j'ai, c'est d'avoir une équipe extraordinaire. J'en ai pas parlé encore, mais j'aurais dû commencer par ça. C'est vraiment des gens remarquables. Ce sont des professionnels, des vrais professionnels, des gens passionnés, des gens qui aiment leur territoire, qui ont envie de faire avancer les choses. C'est très impressionnant d'être face à cette expérience, cet investissement, cette compétence. C'est ma 4e chance, c'est d'avoir ces équipes. Le dernier point que tu m'as posé comme question, c'est ma relation donc avec les usagers et les habitants. Alors ça, pour moi, c'est fondamental. D'ailleurs, je pense que tu l'as vu, je suis très souvent dans les îles. On te voit souvent. Ouais, j'essaye de me déplacer pas mal sur le territoire et puis aussi d'aller sur le continent, parce qu'il y a aussi toutes les équipes et les acteurs du continent. Parce qu'en fait, moi, je veux entendre les gens, même si on n'est pas content parfois ou qu'on comprend pas. Il y a que en allant à la rencontre des uns et des autres que ça marche. Moi, j'ai souhaité qu'on restaure des temps de dialogue avec les habitants. Alors, on n'avait pas de lieu avant pour le faire. Donc, maintenant qu'on a pu inaugurer le hameau, donc moi, je suis très contente que le hameau à Porquerolles devienne un lieu d'échange sur l'actualité, les projets du parc, qu'on discute vraiment sur le fond. Donc, la première rencontre, elle aura lieu le 16 octobre, mais il y en aura plein d'autres sur différents sujets. Je sais que les équipes font beaucoup de conférences, on a beaucoup de démarches telles que Écran Nature ou d'autres démarches, mais la rencontre, elle est vraiment nécessaire. Et ça, pareil sur Porquerolles, d'avoir ce temps, d'accompagner les structures qui font dialoguer connaissance et valorisation des patrimoines naturels et culturels, et puis acteurs du territoire, habitants. Par exemple, j'étais très heureuse d'être vraiment le parc associé au projet de l'événement des Pointus à Porquerolles, qui a été porté par les habitants pour faire vivre le patrimoine maritime de ces îles. Pour moi, un parc national, c'est ça aussi, quoi. Merci d'avoir vraiment développé tous ces exemples. Pardon pour ceux qui seront frustrés qu'on n'ait pas abordé un des aspects qui les concernent peut-être plus particulièrement. J'aimerais qu'on revienne à un aspect un peu plus personnel. Sophie Dorothée, tu es la première femme à diriger le parc national de Porquerolles. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Comment tu vis ce rôle ? Je vais commencer peut-être par une double réaction un peu provocatrice. La première chose, c'est que c'est encore bizarre pour moi qu'on pose cette question, et si j'avais été un homme, on n'aurait jamais posé cette question. Mais bon, ça n'épuise pas le débat. Et en tout cas, je suis très heureuse d'une chose, c'est d'être là aujourd'hui pour que tu ne poses pas cette question à la personne ou à la femme peut-être qui me succédera. Voilà, parce que ça sera banalisé et c'est bien que ce soit banalisé. Je suis pas certaine que je sois une femme ou un homme, ça soit forcément déterminant sur la direction d'un établissement. Je pense que moi, je crois beaucoup à la dimension humaniste et humaine, et finalement, c'est les hommes avec leur caractère, leurs envies et qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter qui changent les choses, et pas tant qu'ils soient un homme ou une femme. Cela dit, la réalité aujourd'hui montre que les femmes accédant à des pouvoirs de direction, il y a des études qui ont été faites et qui démontrent que c'est pas encore quelque chose qui fait preuve d'une égalité totale. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de te poser la question. Alors j'entends que c'est pas quelque chose sur lequel tu focalises particulièrement. Néanmoins, je pense que ça peut être assez inspirant pour des jeunes femmes aujourd'hui qui sont dans leur parcours d'études. Est-ce qu'il y aurait peut-être des conseils ou des messages que tu aimerais donner aux jeunes filles ou aux jeunes femmes aujourd'hui pour s'autoriser à faire des études scientifiques et à tenter d'accéder à des postes de direction au même titre que les hommes ?
Alors ça c'est juste, c'est vrai qu'aujourd'hui la répartition des les proportions de femmes dans les emplois, quels qu'ils soient, administration ou autre, on n'est pas effectivement à une parité égale. Donc bien sûr il y a encore du chemin. Enfin, dans mon propos il faut pas nier, je veux pas nier l'importance effectivement de donner ces possibilités aux femmes aussi d'accéder à des emplois et donc voilà, je voulais pas que mon propos soit mal interprété. Je suis très heureuse d'être une femme à mon poste en tout cas. Les messages aux jeunes filles. Alors déjà, je pense qu'il y a déjà une grosse différence entre notre génération, même si on est très très jeunes, toi et moi, Ingrid, et les générations des jeunes femmes qui aujourd'hui font leurs études. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours beaucoup de stagiaires. Je prends toujours un stagiaire avec moi parce que j'ai vraiment ce souci d'accompagner dans la vie professionnelle des jeunes. Et j'ai à la fois des jeunes femmes et des jeunes garçons. Je trouve que les jeunes femmes se posent sans doute moins de questions que peut-être on a pu se poser ou nos mères avant nous sur cette question. Donc je pense qu'elles croient en leur chance. Donc moi, je continuez à croire en votre chance, mais effectivement laisser sa chance aussi à des femmes, peut-être dans des domaines qui sont moins fréquentés par les femmes, mais où les femmes démontrent des compétences tout à fait intéressantes, différentes parfois des hommes. Vraiment, le message, c'est ne vous mettez pas de barrières, allez-y. Et on a la chance d'être en France où c'est possible. Enfin, je veux dire, le chemin est possible. Après, je dis pas que c'est facile. Dans d'autres pays du monde, c'est pas possible. Enfin, rendez ça banal. Et qu'on vienne plus jamais nous poser ces questions, en fait. Moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, de travailler, enfin, là, je vais continuer sur cette question, en fait, avec des femmes extraordinaires. J'ai travaillé pour des femmes ministres et des hommes ministres. Et des femmes qui m'ont vraiment inspirée. Tu parlais de Catherine Chabot, voilà, qui est cette navigatrice, cette aventurière à la route du Rhum, à la fois qui a travaillé dans le journalisme, mais qui a aussi travaillé dans l'administration. Enfin, voilà, des gens qui ouvrent la voie, ouvrent les portes. Mais j'ai envie aussi de rendre hommage à ces hauts fonctionnaires que j'ai fréquentés et plein de femmes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Alors, j'ai eu beaucoup de grands fonctionnaires de l'État hommes aussi, et je veux pas leur manquer de respect, mais voilà, j'ai moi aussi été inspirée par des personnes exceptionnelles. Alors j'ai une petite idée de la réponse que tu vas me donner, mais je pose quand même ma question. Est-ce que tu penses que le rapport à la nature peut être vécu différemment selon le genre ? Je te vois, voilà, sourire. Est-ce que l'idée de femme gardienne de la nature, d'écoféminisme, est-ce que ce sont des notions qui te parlent ou pas du tout ? Alors, je pense que c'est des notions intéressantes, mais je dirais que moi, mon rapport à la nature, il n'est pas genré. Je me sens pas plus proche de la nature ou pas moins proche parce que je suis une femme déjà, parce que je n'ai pas expérimenté d'être un homme, donc déjà ça m'enlève un pouvoir de comparaison, mais j'ai vu des hommes extrêmement saisis par la nature, avec beaucoup de poésie et même des qualités qu'on reconnaît parfois à une femme, et de la même façon des femmes pas du tout sensibles. C'est pas que je m'y reconnais pas, je pense que ça existe et c'est bien d'appréhender aussi la nature avec cette facette-là. Pour le coup, moi je le vis pas en particulier, et j'ai été émerveillée et ouverte à la nature par tant d'expressions masculines que d'expressions féminines. Et peut-être que l'intérêt, c'est la pluralité des regards, en fait. Et je crois que effectivement, sans doute, peut-être, une vision purement masculine ou purement féminine de la nature ne serait pas à même de rendre compte de ce qu'elle offre de dur et d'émouvant. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton rapport à la mer et l'eau qui reviennent comme un fil rouge dans ta vie. Est-ce que c'est une évidence depuis l'enfance ou est-ce que c'est le fruit de rencontres marquantes, et peut-être plus globalement, qu'est-ce que la mer et l'eau représentent pour toi intimement ? Oui, c'est une évidence. J'ai pas d'autres mots. En fait, ça a toujours fait partie de ma vie. Comme je te le disais, j'ai grandi au bord de la mer, et donc la mer fait partie de mon paysage. En fait, mon paysage intérieur, c'est le littoral, et travailler pour la chose publique, pour le maritime, c'est là où c'était évident. C'est-à-dire, oui, je voulais faire du service public, et oui, je voulais travailler en mer. Et la mer, pour moi, c'est pas simplement une nature, parce que je dirais que la notion de nature, on la découvre pas. Il faut qu'on vous l'explique. Enfin, moi, la notion de nature en tant que telle, c'est regarder l'environnement comme la biodiversité, c'était pas premier. Donc, le premier, c'était un paysage, c'était une culture. Pas l'angle biodiversité qui m'a parlé en premier. C'est plutôt un territoire, enfin un espace et une façon de vivre. Et c'est les rencontres. Moi, j'ai beaucoup fréquenté le monde des marins, que ce soit les marins à la pêche, les marins en commerce et les marins même de la marine nationale, puisque moi j'ai quand même une partie de ma vie qui est pétrie de cette marine-là. Et en fait, le parallèle pour moi entre la mer et les îles,
il est très très fort, ou les marins et les îles. J'y retrouve les mêmes traits. Sur une île ou sur un bateau, tu peux pas mentir, tu peux pas t'échapper. T'es ce que tu es, tu n'es que ce que tu es, mais il n'y a pas de faux semblant. Et en fait, je crois que j'aime cette immédiateté, qu'elle soit positive ou négative. Il n'y a pas de masque. En fait, c'est pas possible. En mer, tu sais ou tu sais pas. C'est Tabarly qui disait ça. En fait, tu peux pas faire semblant. Et ben en fait, je crois que j'aime ça. Et dans une île, c'est pareil. Il y a pas d'échappatoire. Et t'as pas le choix. Et donc t'as pas le choix de faire avec les ressources que t'as. T'as pas le choix de faire avec les gens qui vivent là. T'as pas le choix de trouver une solution. Sinon, tu disparais, quoi. En fait, c'est aussi radical que ça. Et je crois que j'aime alors peut-être le mot qui convient, c'est l'authenticité, peut-être. Mais ouais, c'est ce monde-là du maritime et de l'insularité que je rapproche. C'est vraiment important pour moi, en fait. Il n'y a pas de faux semblant, en fait. Dans son essai « Petite philosophie de la mer », Laurence de Villers écrit « S'il y a une écologie, elle doit commencer par la mer, parce qu'elle est menacée et parce qu'elle nous montre comment agir, avec humilité, ce que tu exprimais jusqu'ici, en laissant faire, et d'abord en reconnaissant sa beauté. Selon elle, percevoir la beauté de la mer est un acte moral et écologique. Dire « c'est beau » serait un premier pas vers la protection. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ? Est-ce que tu penses que le choc esthétique peut déclencher une prise de conscience écologique ? Alors c'est très intéressant. Moi, je suis venue à l'écologie par la mer, donc j'ai envie de dire oui, ça traduit, en tout cas moi, mon expérience personnelle. Le choc esthétique peut-elle déclencher une vocation écologique ? Je pense que c'est extrêmement puissant. Alors pas forcément que esthétique, et je vais exprimer mon propos. Donc moi, j'ai travaillé sur les politiques de gestion et de conservation d'espaces terrestres ou maritimes, et où finalement sur les politiques de conservation, on utilise un schéma classique, c'est-à-dire en gros on fait un bilan de la situation, on explique qu'il y a beaucoup de choses en matière environnementale et puis éventuellement des pressions, et puis donc on en déduit, on en explique aux gens, il y a une pression, je dis n'importe quoi, la déforestation, ça porte une pression sur la forêt et donc arrêtons de déforester. En fait, ça parle à très peu de gens en réalité. Ça parle d'un point de vue intellectuel, bien sûr. En fait, ce qui manque là-dedans, c'est un chiffre scientifique ou une démonstration scientifique n'est jamais, pour moi, suffisante pour emporter l'adhésion ou la compréhension des gens. Et j'ai eu la chance de travailler avec un chercheur qui est Frédéric Schluss et qui est directrice générale adjointe du Muséum d'histoire naturelle de Paris sur des programmes de connaissance du patrimoine culturel lié à la mer aux îles Marquises. Et ça a été une révolution pour moi. J'avais travaillé sur les programmes naturalistes. La biodiversité aux Marquises, elle est incroyable. Et on s'était dit, tiens, on va aussi travailler sur l'appréhension du territoire, de la culture de la mer aux Marquises pour voir le regard entre la biodiversité et le patrimoine culturel. Et en fait, ce temps d'échange sur l'attachement au territoire, la vision du territoire, ton lien au sens héritage, au sens patrimoine aussi. Affectif, ça a fait ouvrir, déjà, ça a fait délier les gens en disant, mais finalement, quand on est marquisien, porquerolais, pourquoi on est attaché, pourquoi on a ce sentiment de c'est chez moi, c'est pourquoi j'ai envie ou pas de le protéger. Et en fait, ça a déclenché une prise de conscience qui n'était pas du tout chiffrée, mais autour de mais non, c'est mon histoire. Et c'est pas que esthétique. Pour le coup, l'esthétique, évidemment, participe, mais il y a des gens qui sont attachés à des lieux qui sont pas les plus beaux du monde. Et je dirais que l'émotion, le lien, vraiment cette notion de patrimoine, c'est vraiment de finalement, on m'a transmis ça, je suis née là. Et ça a une puissance en termes d'appréhension, de gestion qui est énorme. Et en fait, un des travaux sur lesquels je veux travailler ici, c'est de travailler avec tout un chacun sur la dimension immatérielle, le patrimoine immatériel. Et ici, il y a beaucoup de choses qui existent, mais qui ne sont pas traduites, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées. Et ça rejoint un peu toi, parce que toi, tu fais finalement parler ce qui ne se voit pas en interrogeant les gens. La mémoire sonore, en quelque sorte. La mémoire sonore. Et en fait, faire parler ce qui ne se dit pas. Je sais que ça a une puissance incroyable. Donc des chiffres, des expériences, mais dans le cadre d'outils de sensibilisation, cet aspect de l'émotion, la culture pour ça et l'art peuvent être tout à fait propices pour valoriser ça. Ouais, très, très on l'a pas, on n'a pas été sur ce territoire-là, mais c'est aussi quelque chose de très important. Vous développez beaucoup de partenariats, tout à fait. Des résidences d'artistes aussi. On n'aura pas le temps de l'évoquer, mais c'est un point sur lequel je sais que le parc s'implique beaucoup.
S'agissant de ton lien à la mer, Sophie Dorothée, il me semble que tu as écrit un ouvrage. Tu peux nous en parler, nous en dire quelques mots? C'est un ouvrage collectif. On a été plusieurs à être mobilisés sous la coordination scientifique du Muséum d'histoire naturelle, qui produit chaque année en gros un document assez court qu'on appelle des manifestes sur des questions d'actualité qui font débat. Et cette année, dans le cadre de l'année des océans, puisqu'on accueillait la conférence mondiale des Nations Unies sur l'océan, ils ont publié un ouvrage sur océan bien commun, en posant cette question, enfin une affirmation comme une question, si j'ose dire. Et en fait, ils ont réuni un certain nombre de scientifiques qui sont spécialistes soit d'écologie, soit de géographie, soit d'économie, pour discuter de cette question du océan bien commun. Je ne suis pas scientifique et j'ai eu la chance d'être intégrée à la publication et à la rédaction. Et le parti pris qui a été fait autour de dire, en fait, oui, l'océan, finalement, si on est scientifique et qu'on le regarde, oui, en fait, c'est très complexe. Oui, il va dans un sens qui est préoccupant, sachant que dans un sens qui est préoccupant, pas pour l'océan. L'océan, l'océan se contrefiche. J'ai une chanson marquisienne comme ça qui dit que l'océan s'en fout. En revanche, nous, on dépend très clairement. C'est-à-dire, en fait, l'humain dépend absolument du fonctionnement du système océan. Et donc, de son état, en tout cas de son état actuel, dépend finalement le maintien quasiment de l'espèce. Enfin, je caricature, mais quasiment dépend du maintien de l'espèce humaine sur Terre. Et donc, finalement, quelle posture on peut avoir? Est-ce que la posture, c'est finalement, on joue le tout pour le tout et on va au bout de l'exploitation en se disant, comme l'océan, évidemment, c'est un espace qui appartient pas à personne, en fait. qui est régulé par des États et des États côtiers, et puis de plus en plus régulé. Et d'ailleurs, là, on a une nouvelle extraordinaire, et j'en profite pour l'annoncer, c'est qu'après 15 ans de travaux, les Nations Unies se sont dotées d'un cadre pour la protection de la biodiversité en haute mer. Donc cette zone au-delà des 200 000 nautiques, qui est de la compétence des États, qui n'avait pas de cadre intégré de réflexion sur sa protection. Eh bien, enfin, les Nations Unies, là, après 60 ratifications, disposent maintenant d'un cadre pour protéger la biodiversité en haute mer. C'est absolument historique. Et donc, tout ça pour dire que finalement, je reviens à ma question des océans, on a deux postures. La posture, c'est on va finalement au bout de l'exploitation, ou alors on choisit justement de se dire que l'océan est un bien commun et qu'il faut donc apprendre à le protéger, à le partager et à le gérer durablement. Et c'est une des voies que porte la France au niveau des nations, c'est de dire, on est face à ce choix. C'est un choix philosophique. Enfin, vraiment, aujourd'hui, on pourrait tous décider qu'on se fait tous la guerre pour aller chercher les nodules polymétalliques, les ressources de pêche, etc. Et il y a plein d'entités qui pensent ça. Et que, en fait, non. En fait, le choix que nous, on veut faire en tant qu'occidentaux et auquel on appelle tous à adhérer, c'est le choix de construire une gouvernance, une prise de décision et finalement une répartition de ce qu'est ce capital, cette richesse, cette opportunité qu'est l'océan pour nous garantir, en fait, finalement, une condition de vie sur la Terre. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant de travailler avec tous ces points de vue de scientifiques, même des questions philosophiques qui se posent derrière, des questions juridiques qui se posent derrière. Donc toutes ces questions-là, qui sont des questions extrêmement modernes, on a essayé de les aborder dans cet ouvrage. Et vraiment, merci au muséum. C'est un ouvrage scientifique. Est-ce qu'il est accessible? Oui, il est accessible. Oui. En tout cas, sur le site du Muséum d'histoire naturelle, on le trouve. Oui. Je pense qu'on peut le commander. Redonne-nous le titre. Océan bien commun. C'est dans la collection manifeste du Muséum d'histoire naturelle. Ok, je mettrai le lien pour donc, ceux qui sont mais bravo intéressés. en tout cas au muséum de faire dialoguer la science avec la société. Il y a un sujet dont on ne peut pas faire l'économie ensemble aujourd'hui, Sophie Dorothée, c'est ce projet de réforme des parcs nationaux. On parle aujourd'hui en effet de ce projet qui viserait à fusionner les 11 parcs nationaux dans l'Office français de la biodiversité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela changerait concrètement pour un parc comme Port-Cros ? C'est un sujet effectivement qui est en débat actuellement puisque dans le cadre des réformes de l'administration, il y a des réflexions sur les économies et sur les autres modalités de gestion pour faire face au déficit que connaît la France. Et il y a une réflexion sur l'optimisation du fonctionnement des agences et des opérateurs de l'État. Et effectivement, alors ça c'est un projet du gouvernement, mais à cette occasion-là, le Sénat s'est auto-saisi de ce sujet et a voulu réfléchir et il a notamment fait des propositions d'optimisation, de réorganisation, notamment dans le domaine de l'environnement. Et dans le domaine de l'environnement, il a
proposer que les 11 parcs nationaux puissent être intégrés dans l'Office français de la biodiversité. Bon. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une réforme portée par le gouvernement, c'est une réflexion portée par des parlementaires. Il y a une mobilisation très importante à la fois des élus, puisqu'il y a plus de 400 communes qui sont membres d'un parc national en France, 11 parcs nationaux mais 400 communes, des élus régionaux, départementaux, qui se sont mobilisés pour dire on comprend cet effort ou cette nécessité de réfléchir à de la rationalisation. C'est sans doute pas la meilleure façon pour conduire cette politique publique. Rien à voir avec la question de l'Office français de la biodiversité ou pas, c'est pas le sujet, c'est le sujet de cette fusion ou ce repilotage qui en fait interpelle les territoires. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si cette réforme ou pas, elle va aller au bout. Je n'ai pas d'informations encore là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, à la fois les élus, mais aussi des scientifiques, des ONG se mobilisent toujours pour expliquer que cette réforme, c'est sans doute pas celle qui elle n'apportera pas vraiment d'économie. En revanche, si jamais elle devait être actée, là d'ailleurs, le Premier ministre a lancé une mission d'inspection justement pour étudier les enjeux d'optimisation. Eh bien, en tout cas, on fera en sorte, tous les directeurs et les présidents, de faire en sorte que les attributs des parcs nationaux soient vraiment préservés dans le cadre d'une fusion. Par exemple, les termes parcs nationaux ne disparaîtront pas. Enfin, je ne vois pas de toute façon les termes parcs nationaux disparaître. On restera un parc national. On aura juste une autre forme administrative, une autre structure. Après, les préoccupations que vont avoir les élus, c'est les enjeux de maintien de la gouvernance locale, qui est vraiment quelque chose de très important. Et puis, de la capacité aussi à pouvoir créer, on va dire, un cadre adapté à chacun des territoires. C'est-à-dire, en gros, c'est vrai que les directeurs des parcs nationaux peuvent avoir des compétences en matière de réglementation, mais qu'on puisse être toujours à même de la produire localement, par exemple, en lien avec notre conseil scientifique, les acteurs, les élus. Tu perçois une inquiétude Oui, il y a une inquiétude, bien sûr qu'il y a une inquiétude et elle est légitime, cette inquiétude, il ne faut pas la balayer, c'est normal qu'on soit inquiet. Moi, j'ai confiance dans le fait que peut-être que cette réforme ne verra pas le jour tout de suite. Et puis, si elle est décidée, qu'on arrive à être dans une vraie intelligence collective pour que le modèle parc national soit vraiment préservé, même avec cette réforme. Il me reste 2-3 petites questions, Sophie Dorothée, sur ta vision plus globale et personnelle du défi écologique. Si tu devais définir une priorité absolue en matière d'écologie, ce serait laquelle ? Le climat est un défi absolu, donc tout ce qui va être l'atténuation, c'est vraiment fondamental. Le climat, réduire notre production de CO2 et ça c'est vraiment massif. Enfin, je veux dire, le changement c'est vraiment, nous qui sommes à la manœuvre. Après, en termes de biodiversité, ce qui est sans doute le plus important, peut-être que des scientifiques me contrediront et ils auront raison, mais je pense que la gestion des habitats, la protection des habitats, en fait, une fois qu'on a perdu un habitat ou un écosystème, il est beaucoup plus difficile de pouvoir y restaurer une espèce. Et donc réfléchir à une échelle écosystémique et de bien veiller à ce que les écosystèmes et donc les habitats, et on reparlait de l'écosystème Posidonie par exemple, et en fait vraiment de veiller à protéger les écosystèmes, on va dire ce qu'on appelle les zones fonctionnelles, vraiment les zones qui sont les plus importantes pour que plein d'autres espèces ou plein d'autres enchaînement naturel puisse se produire. Et donc cette appréhension-là, elle est très importante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille beaucoup sur les questions de zones de protection forte ou de zones de conservation aujourd'hui, pour essayer vraiment de cibler les zones qui ont une importance fonctionnelle, sur lesquelles il faut vraiment agir en priorité, parce que ces zones-là, si vous les perdez, c'est l'effondrement du vivant à des milliers de kilomètres, avec des conséquences à la chaîne très importantes. Donc voilà, donc je dirais le combat climatique, et puis vraiment les habitats, les zones fonctionnelles, et puis avec un outil là qu'on est en train de travailler, c'est les zones de protection ou les outils de restauration de la nature aux endroits où vraiment c'est essentiel, quoi. Mais la nature, il faut qu'elle soit dans votre quotidien aussi. Alors c'est justement la question que je voulais te poser. À ceux qui aiment la nature et qui se sentent parfois impuissants, quel message tu as envie de leur transmettre ? En fait, vous êtes acteur et vous êtes, vous êtes acteur de la protection de la biodiversité chaque jour, dans votre consommation, dans la façon dont vous utilisez l'espace. La nature, vous la protégez pas qu'en étant dans le parc national de Porquerolles. La nature, vous la protégez parce que vous allez réfléchir à la façon de construire votre maison, si vous construisez, en densifiant. Vous allez réfléchir à votre consommation d'eau. Vous allez réfléchir à votre alimentation. Vous allez réfléchir à plein d'autres choses. Et donc, en fait, en gérant tout ça, vous protégez la nature. Et donc, continuez à protéger la nature depuis votre canapé et dans les
les espaces naturels aussi, où apprenez de ceux qui y vivent aussi. On est tous acteurs de la protection de la nature. Et on a tous besoin de tout le monde. Un très beau message. Ma toute dernière question, Sophie Dorothée, quelle est ta plus grande source d'espoir face à la crise écologique ? Déjà de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent et qui ont conscience de ça. Moi, je voudrais aussi qu'on déculpabilise un peu tout le monde. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de bienveillance les uns avec les autres. Donc moi, mon espoir, c'est qu'effectivement, les prises de conscience, l'éducation, pour moi, elle est centrale. Plus on va avoir des gens conscients, des jeunes intéressés, formés, amenés sur des espaces comme Parc national de Porquerolles ou d'autres, plus on va créer des vocations. Et en fait, c'est dans l'action quotidienne qu'on relèvera le défi. Oui, j'ai espoir, évidemment, parce que si j'avais pas espoir, je ne serais pas là. Mais parce qu'en fait, le collectif fait un peu tout. En fait, aujourd'hui, on a la connaissance sur beaucoup de choses, sur notre capacité à améliorer la situation. Donc, on a de la connaissance, on a des outils techniques et on acculture de plus en plus. Les jeunes sont bien plus conscients que nous sur les enjeux. Ils ont bien plus envie de s'investir. Donc oui, l'espoir, il est multifaceau, heureusement. Mais en tout cas, il faut rien lâcher. En fait, il faut vraiment rester déterminé et aussi avoir conscience que à chaque fois, les États peuvent faire des choses, les collectivités peuvent faire des choses, les entreprises peuvent faire des choses, mais que chacun aussi d'entre nous on peut faire des choses et que c'est pas petit, c'est pas des petits pas. C'est la somme des pas qui fait la qualité du chemin, quoi. Le fameux colibri. Merci infiniment, Sophie Dorothée. C'est un plaisir et encore une fois, à très bientôt pour ta propre interview, Ingrid. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode et les références bibliographiques citées, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.